Déjà, la dernière fois, nous, on avait vu ce que c'est que des listes. Comment mettre en place ces listes-là. Donc, du coup, pour réaliser normalement l'exercice 1, ça ne devait pas poser de problème à tout le monde. On va corriger d'abord le premier exercice avant de parler des tableaux et puis des autres notions. Alors, dans ce cas, je vais créer juste un fichier vite fait. Enregistrer. Non. Je vais continuer dans le projet qu'on avait, ou du moins sur notre page qu'on avait là. Allô, monsieur Day? Ça va, Dieu merci. Oui, j'ai eu à discuter avec lui tout à l'heure. Non, j'ai pas touché la base. Oui, j'ai modifié juste le code, mais pas la base. Oui, je vous ai envoyé ça, je pense, depuis 9 heures quelque chose. Ça marche. Je vous en prie, ça marche. Ok, donc je disais que nous, je vais continuer toujours dans la page que je faisais la dernière fois avec vous. Je vais faire ici HR pour séparer juste le code. Alors, premier exercice, mettre en place une liste. La première liste, la liste de base, c'est une liste ordonnée. La liste ordonnée, c'est OL. Voilà. Voilà, donc on avait dit que OL permettait de mettre en place une liste numérotée. On est bien d'accord? Liste ordonnée. Et donc je définis la liste ordonnée et ensuite je présente les éléments de la liste. Avec quoi? La balise LI. Premier élément de la liste, ici, la liste de base, on a introduction, développement et puis on a conclusion. Donc ici, premier LI. Donc ici, introduction. Voilà. 2, 3. Voilà. C'est juste une balise qui va nous permettre de tracer une ligne qui permet de séparer les choses. Bon, on va voir ça rapidement dans le résultat. Attends. Je mets développement et je mets conclusion. Maintenant, on voit juste tout simplement ce que fait le HR. Depuis tout à l'heure, j'avais compilé la page, non? Voilà. Donc, ça, c'est tout ce que nous avait fait la dernière fois. Mais si je descends, tu vois cette ligne-là, c'est celui-là, le HR. Tout simplement, il va permettre de tracer. Et maintenant, on sait que tout ce qui est en haut là, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. Et à partir d'aujourd'hui, juste en bas de cette ligne-là, c'est ce qu'on a fait là. Donc, j'ai mis une liste ordonnée, intro, développement et conclusion. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas exactement ce qui est demandé, parce que le type de numérotation ici, c'est des chiffres romains. Alors, comment dire que, au lieu que ça soit 1, 2, 3, qu'on puisse trouver grand 1, grand 2, grand 3? Je vous écoute. Je vais dire quoi? Sur ces listes, pour modifier le type de numérotation, je vais dire quoi? Comment on fait pour modifier le type de numérotation de la liste? On utilise un attribut type, on est bien d'accord? Ou bien vous le prononcez en anglais, type, comme tu le dis. Et maintenant, hein? On met I majuscule. Et on le met sur la balise ouvrante, la balise de début. Et donc, du coup, ici, on a bien grand 1, grand 2, grand 3. Donc, l'attribut type permet tout simplement de changer le type de numérotation. Pour être même sûr, si je mets ici petit a, vous allez voir que là, il va le mettre, il y a petit a, petit b, petit c. On est bien d'accord? C'est ça, en fait, l'attribut type. Ok, maintenant, ramenons ici par le grand I, qui permet de changer le type de numérotation. Ensuite, on a dit que pour l'introduction, lui, il a 3 autres éléments. 3 éléments, c'est-à-dire ces 3 éléments-là, ces 3 éléments qui sont là,
contextualiser le sujet, poser la problématique, annoncer un plan. Donc, ces trois informations-là doivent être des enfants de introduction. Mais les trois informations sont une liste, ou du moins ce sont des listes ici. Alors, comment on va le faire? On va tout simplement identifier le premier LI et juste en bas, mettre un UL. Pourquoi UL? Parce que UL définit une liste non ordonnée. Ça dit une liste à puces. Ok, première chose, contextualiser le sujet. Il y a trois éléments. Ensuite, il y a quoi? Poser la problématique. Voilà. Et le dernier, c'est annoncer un plan. Et donc, suivez très bien. Il faut bien vous assurer que ce petit, ou du moins cette liste non ordonnée, avec ces trois éléments-là, se retrouve en bas du LI introduction. Il faut bien voir. Donc, on a une liste principale et on a une liste secondaire. Ici, si je viens, j'actualise la page, vous allez voir qu'en dessous de introduction, on a bien une liste ici non ordonnée. Mais toujours en est-il que l'information là est bien affichée, mais que les puces ne sont pas exactement comme les puces qui sont ici. Et donc du coup, même pour les listes non ordonnées, on a la possibilité de modifier le type de puce. Tout comme on a la possibilité de modifier le type de numérotation pour les listes ordonnées. C'est bon? Et on va utiliser le même attribut en général, l'attribut type. C'est bon? Mais non, ici, on voit ici le type de puce là, c'est quelque chose qui ressemble à attention, je fais un petit zoom. Et regarde bien, la différence entre ça et ça c'est un carré. Et c'est ça qui est un point, c'est bon? C'est bon? Donc ici c'est un carré. Et donc du coup, ici on doit faire en sorte que les puces là ressemblent à un carré. Maintenant on a dit, on va utiliser forcément l'attribut sur la balise ouvrante. Et l'attribut c'est type. Et comme on dit carré en anglais, voilà. Voilà, maintenant ceux qui prononcent bien, c'est aussi bien ceux qui ne prononcent pas. Ce qui est sûr, on connaît que c'est square. C'est la même chose. C'est bon? Donc, on a bien une liste ici et on a changé les puces en quoi? En carré. Regardez bien, les puces là ont été changées avec les puces carrées parce qu'on a utilisé l'attribut type avec une valeur square. C'est bon? Donc, type permet de modifier le type de numérotation pour les listes ordonnées, de puces pour les listes non. Ok. Jusque-là, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Au devant ici, c'est bon? Vous comprenez ce que je dis? Ici, au fond, c'est bon? Qu'est-ce qui n'est pas bon? Suis bien. Pour changer le type de puce ou bien pour changer le type de numérotation, on utilise l'attribut type. Pour mettre l'attribut, on le met sur la balise ouvrante. OL, UL. OL fermant et UL fermant n'ont pas l'attribut, mais l'attribut s'utilise toujours sur la balise ouvrante. Tout à l'heure, on a fait type sur la balise qu'on appelle OL, on lui a donné I pour dire quoi? Le type de numérotation, c'est des chiffres romains. C'est bon? Mais c'est l'attribut type qui permet de changer le type de numérotation. Ici aussi, c'est la même chose. L'attribut type permet de changer le type de puce. C'est bon? Mais non, ici, c'est à toi de donner la valeur. En fonction de la valeur, tu vas voir que la puce, ça peut être carré, ça peut être un cercle, ça peut être un cercle rempli, tout ça là. La valeur que tu vas lui donner. Mais l'attribut, c'est bien l'attribut type. Maintenant, si je lui dis square, ça veut dire que je veux que ça soit carré. Je peux dire circle pour dire que ça soit un cercle, ou bien je pourrais dire même disque pour que ça soit un cercle, mais vous voyez que tout à l'heure, on a deux types de cercles. Il y a un cercle rempli, il y a un cercle non rempli. On est bien d'accord? Et donc voilà, ce sont des valeurs que nous, on peut utiliser pour pouvoir changer le type de puce. Plus tard, on pourra même changer les puces avec des images. Maintenant, ici, nous, on a besoin de faire exactement ce qui est demandé dans l'image, ou bien sur l'image de l'exercice. Et l'image là-bas nous présente un carré, donc c'est square. Et raison pour laquelle ici, on a bien le carré là. Là, c'est bon. C'est bon? Et maintenant, c'est le même principe après sur les deux autres informations qui sont en bas, c'est-à-dire cette liste et cette liste. On définit la liste et puis on change tout simplement
le type de numérotation, ou du moins le type de puce. Et si je fais ici UL, je mets le premier élément LI. Voilà. Pour développement, le développement, il y a thèse et antithèse. Ici, on a thèse. Je duplique. On a antithèse. Ok, voyons voir ici. Pour le développement, thèse et antithèse s'affichent exactement comme on veut. Donc, on n'a pas besoin de changer le type de plus. C'est bon? Pourquoi? Parce que regardez bien. Pour la thèse et antithèse, c'est bien un cercle vide. Et ici, par défaut, il nous affiche un cercle vide. Donc, pas besoin de changer. Jusque-là, c'est bon. Il nous reste maintenant le dernier, c'est-à-dire résumé et perspective qui se trouve en bas de conclusion. Donc, je cible bien le LI de la conclusion et juste en bas, je fais comme j'ai fait pour les autres, je mets UL et il y a résumé. Il y a résumé et il y a perspective. Perspective avec S. Ok, je viens ici, j'actualise. Et donc, du coup, j'ai cette information comme ça. Maintenant, la différence, c'est que sur conclusion, ou bien sur la conclusion du TP, la liste, la sous-liste, le type de puce, c'est un cercle rempli. C'est bon? C'est un cercle rempli. Or, nous, ici, on n'a pas un cercle rempli. Et donc, on sait que pour changer le type de puce, on va utiliser l'attribut type. Maintenant, quelle valeur permet de donner un cercle rempli? Donc, on va utiliser disque, la valeur disque, et j'actualise ici. On peut voir que là, le cercle, là, il est bien rempli. Si je zoome, on peut voir exactement comment on a cette information. On a un cercle rempli, on a un cercle vide, défini par le U et indirect. Et disque, ça veut dire tout simplement un cercle rempli comme ça là. C'est bon? C'est ça là, ce cercle rempli. Le carré, square, et puis maintenant, circle. Ça, c'est le cycle. Maintenant, par défaut, il est défini en cycle. Ça dépend aussi de ces choses-là. Maintenant, on utilise cycle ici. Je veux dire quoi? Ici, test, tu vois, on n'a pas défini ce qu'on appelle l'attribut type. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche automatiquement sous forme de cercle. Mais non. Celui-là, par défaut, ici, lui, il est affiché sous forme de cercle et on a changé la valeur en donnant comme type disque. Et disque là, ça donne exactement un cercle comme ça, mais qui est rempli. Cette valeur est la valeur disque pour le type. C'est bon? Donc, ici disque, ici circle, ici square, comme valeur que tu peux donner au type de puce. C'est vraiment, tu comprends la différence entre les trois. Ok, maintenant, au fond, c'est bon, hein? On peut avancer sur la deuxième chose, à savoir ce qu'on appelle les tableaux. On va essayer de comprendre. Oui, le code, ok. Maintenant, n'oubliez pas que je fais toujours une vidéo qui sera toujours disponible à la fin de la séance. Hein. Là, je suis en train d'enregistrer mon écran. Ok, parfait. Maintenant, donc, on va faire la même chose. Je fais HR pour séparer les parties. Et voir même plus, juste là, je vais mettre un H1 pour dire exercice 1 sur les listes. À savoir qu'il y a une liste que nous, on n'a pas encore fait, mais on va faire ça aussi. Ici, je mets H1, exercice 2. Les tableaux. Bon, avant de faire l'exercice 2, on va d'abord comprendre ce que c'est que les tableaux. Et ensuite, en comprenant ces choses-là, on peut facilement faire l'exercice. Alors, donc, suivez bien, je zoome pour que tout le monde puisse voir. Avant de pouvoir zoomer, j'actualise ma page. Ok.
Il a raison parce que je n'ai pas bien fermé la balise. Ici, c'est H1. Voilà, donc, exercice 1. Sur les listes, on a les 6. Et puis là, je mets un titre exercice 2, les tableaux. Mais on n'a pas encore parlé des tableaux. Maintenant, parlons des tableaux maintenant. Suivez bien. Quand vous avez fait des recherches, et un tableau, c'est quoi? Un tableau est tout simplement constitué de lignes et de colonnes. C'est bon? Et maintenant, pour définir un tableau, on utilise la balise table. C'est très bien. La balise table permet de définir un tableau. Table sans S. La balise table définit un tableau. Il dit que ce que nous on va faire, ça va être un tableau. Maintenant, comme on a dit, un tableau sera constitué de lignes et de colonnes. Maintenant, soyez bien, dans un tableau, la première des choses à définir, c'est d'abord les lignes. Et ensuite, sur les lignes, ou bien dans les lignes, on définit des colonnes. C'est bon? Et maintenant, les lignes, comment on les définit? En utilisant la balise TR. Donc, la balise TR permet de définir une ligne. Définir une ligne, c'est-à-dire concrètement, c'est-à-dire que ici, dans notre tableau, si je mets TR, il définit une ligne comme ça. Maintenant, après, je peux donner le nombre de colonnes que je veux. Si je veux une nouvelle ligne, je mets un autre TR. Donc, chaque TR définit une ligne. Chaque TR définit une ligne. Et maintenant, dans les TR, je peux définir des colonnes. Et pour les colonnes, on a deux balises. Il y a une balise TD, il y a une balise TH. Les deux qui permettent de définir des colonnes. Donc, table définit le tableau. Dans le tableau, on a un TR, ou du moins, on a des TR, et dans les TR, on a des TD ou bien des TH. Donc, voici les trois, ou du moins les quatre informations d'abord de base qu'on va maîtriser sur les tableaux. Maintenant, la différence entre TD et TH, c'est quoi? Dans des tableaux, il y a souvent toujours l'entête. On est bien d'accord? L'entête du tableau, où on met les informations un petit peu en gras. Et ça, là, ce sont des colonnes avec TH. Et maintenant, le contenu du tableau n'est pas souvent en gras. Ça veut dire que ce sont des TD. Donc, TD définit des colonnes, mais que les informations seront affichées d'une manière comme des simples paragraphes. Mais que TH, lorsque lui, il va définir des colonnes, il va mettre le contenu en gras. Mais tous les deux définissent tout simplement des colonnes. TH, TD. Maintenant, voyons voir en réalité comment ça se passe. Voici, on a un tableau et on va définir au moins deux colonnes. Pour définir deux colonnes, je peux utiliser TD. Je vais dire, par exemple, nom. Voilà. Et je vais mettre un autre TD. Je vais dire prénom. Ok, maintenant, par défaut, si je viens, j'actualise, vous allez voir, mon tableau sera affiché comme ça, c'est-à-dire sans bord, sans bordure. Normalement, un tableau est défini avec des bordures, mais sauf que si on met un table comme ça, juste comme ça, on ne va pas avoir les bordures. Même si on a bien les colonnes, mais on ne peut pas les voir sans bordure. Et maintenant, suivez bien, on va utiliser, pour pouvoir mettre les bordures, on va utiliser un attribut qu'on appelle border. Exactement. Donc l'attribut border permet de définir une bordure. C'est un attribut, ça veut dire qu'on peut lui donner une valeur. Et la valeur permet de dire, est-ce que la taille de la bordure sera plus petite ou bien plus grande, ainsi de suite. C'est ça en fait. Maintenant, par exemple, je dis, border, je dis, la taille de la bordure, c'est 2. Comme ça. Donc, j'aurai une bordure qui sera un peu plus petite. Donc, regardez bien, j'ai des bordures qui sont là, qui sont ici. Et maintenant, c'est parce que j'ai la taille 2. Si je change la taille et je mets 9, on va voir que l'épaisseur de la bordure va augmenter. Donc, l'épaisseur de la bordure va augmenter en fonction de la valeur que je lui donne, la valeur que je donne à border. Border, j'ai les bordures. Et vous allez donner une valeur qui représente l'épaisseur de la bordure. Et maintenant, donc, ici, la valeur 9 est plus grande que la valeur 2. Donc, 9, ça va être une bordure beaucoup plus épaisse et 2, ça va être une bordure beaucoup plus légère. Voilà, donc, on a maintenant, regardez bien, on a un tableau de une seule ligne. Pourquoi une seule ligne? Parce qu'on a combien de TR à l'intérieur?
on n'a qu'un seul TR. Et je dis chaque TR représente une ligne. Nous, on a défini un TR et lui, il définit quoi? Une ligne. Et maintenant, dans la ligne, on a défini deux TD. Ces TD-là, je zoome pour que vous voyez, c'est ça ce TD-là, les deux TD. Le TD où on a le nom et le TD où on a le prénom. Maintenant, regardez bien la différence entre cette information. Et maintenant, si au lieu de mettre TD, je viens à mettre la TH, Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai dit TD et TH permettent tous les deux de définir des colonnes. Donc, vous pouvez utiliser TD, vous pouvez utiliser TH. Mais regardez la différence. Lorsque j'utilise TH, vous voyez que l'information est automatiquement mise en gras. Tout à l'heure, le nom et le prénom n'est pas en gras. Mais en utilisant TH, l'information est mise en gras. C'est ça uniquement la différence. On utilise TD pour présenter des colonnes, mais que le contenu n'est pas en gras. On utilise TH pour présenter toujours des colonnes, mais le contenu sera en gras. Et donc, en général, c'est tout simplement l'entête du tableau qui sera utilisée avec un TH. La première ligne du tableau, qu'on appelle l'entête. Maintenant, on va ajouter une nouvelle ligne. Donc, juste en bas, je vais mettre TR/TR. Et maintenant, je vais créer un tableau uniforme. Ça veut dire que l'ensemble des lignes auront deux colonnes. Maintenant, regardez bien. Je vais mettre TD. Je vais mettre... Boy, no to do, le nom. Oui, d'abord. Et puis après. Lamine d'abord. Lamine, c'est le nom ou bien c'est le prénom? Sen, c'est le nom. Ok. TD. Et voilà, Lamine. Et nous, on va comprendre très rapidement la différence entre un TD et un TH. Donc, regardez bien. La première ligne, c'est-à-dire la ligne qui se trouve juste en haut, est utilisée, ou bien les colonnes sont utilisées avec un TH, tandis que la ligne qui se trouve en bas, les colonnes, on utilise les TD. Regardons bien comment les informations sont affichées et nous, on comprend exactement la différence entre un TH et un TD. Regardez bien, la première ligne là, le nom et le prénom, on a défini ces deux colonnes avec des TH. Maintenant, pour laquelle le contenu des informations sont en gras, les contenus. Et maintenant, en bas, on a utilisé des TD pour présenter toujours des colonnes, mais les contenus ne sont pas en gras. Et en général, c'est comme ça qu'on définit les tableaux. La première ligne l'entête, les informations sont en gras et le contenu du tableau en tant que tel lui-même, les contenus ne sont pas en gras. Jusque-là, c'est bon? Voilà donc, c'est comme ça qu'on définit des tableaux. Mais non, on peut augmenter le nombre de colonnes et le nombre de lignes si on veut. Mais non, ça veut dire qu'ici, je peux augmenter. Je mets par exemple TH, je dis âge. Voilà. Et maintenant, oui, vas-y, pose la question. Est-ce que... Oui, bien sûr. Ça dépend juste de ce tableau que tu vas utiliser. Exactement, je suis d'accord. Mais en fait, quel que soit le tableau, l'entête, comme tu l'as dit, si dans un tableau on a deux entêtes, c'est sûr que tous les deux entêtes, on utilise TH. Le plus important, c'est que s'il y a une entête, tu utilises un TH pour définir l'entête. S'il y a deux entêtes, tu utilises un TH pour définir les deux entêtes. S'il y a 50 entêtes dans le tableau, tu vas utiliser toujours un TH pour définir les 50 entêtes. Les deux tableaux. Les colonnes horizontales. Premier panier. Ça doit être un graphe. Deuxième. Ok, genre la première colonne, comme ça, est mise en gras, mais tous les autres ne sont pas en gras. Ok, oui. Là, je comprends ce que tu veux dire. Oui, ça dépend. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que il faut comprendre que dans n'importe quel système, par exemple, on te montre ce que tu dois réaliser. Et en fonction de ce que tu vois, tu le réalises tout simplement en HTML. Maintenant, si on te dit c'est toi seulement qui dois créer le tableau, là maintenant, tu peux dire tout ce qui se trouve en haut est en TH, ainsi de suite. Mais en entreprise, il y a ce qu'on appelle des web designers qui vont d'abord créer des images des choses que tu dois réaliser. Par exemple, ils vont représenter le tableau sous forme d'une image. Et en précisant par exemple les places où les choses sont mises en gras, ainsi de suite. Maintenant, toi, tu vas voir et les représenter en HTML.
On est bien d'accord? Et maintenant, quand tu vas représenter, tu dois représenter textuellement comme ce qui est demandé. Là où on a mis en gras, toi aussi, tu dois mettre en gras. Point barre. C'est bon? Vas-y. Pour les numéros, Par exemple, pour les titres, quoi, vous mettez H1, H2. non, 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 pour l'entête du tableau. Non, tu n'as pas besoin d'utiliser des H1, pas besoin. Bon, c'est pas, je pense qu'on utilise d'habitude pas. Ceux qui utilisent, c'est peut-être par excès, mais sinon, on n'a pas besoin de mettre les H1 dans un tableau. C'est bon? Pas besoin. C'est-à-dire que plus tard, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu dois modifier ou augmenter, par exemple, certaines dimensions, mais certaines autres choses ici, il y a certaines balises, ou du moins des attributs de base que tu peux utiliser en HTML, ou bien tu pourras utiliser du CSS pour augmenter, que ce soit la police, ainsi de suite. Mais tu peux pas, en tout cas, on n'utilise d'habitude pas un H1 pour définir des choses dans le tableau. Maintenant, revenons ici, ce que je voulais dire, c'est quoi? Regardez bien, on peut avoir un tableau comme ça de 2 lignes et de 2 colonnes. Vous voyez bien, on peut avoir un tableau comme ça de 2 lignes, de 3 colonnes, du moins pour chaque ligne. Maintenant, regardez bien, c'est un tableau qui est uniforme. Et quand je dis uniforme, c'est-à-dire chaque ligne a exactement le même nombre de colonnes. Chaque ligne a exactement le même nombre de colonnes. Pour encore être sûr, je vais encore dupliquer tout simplement. Je vais créer. Maintenant, ce qui est bien en programmation, c'est que on peut faire du copier-coller, mais intelligemment. Donc, par exemple, je peux copier la ligne et la coller. Et ici, au fond, tu t'appelais comment? Abdoulaye Samb. Donc, il y a Samb, Abdoulaye. Voilà. Maintenant, on va mettre comme ça. Ok, ça veut dire que je vais avoir une troisième ligne juste en bas, comme ça. On est bien d'accord? Donc, pour chaque ligne, j'ai 3 colonnes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un tableau uniforme. Il n'y a pas des lignes qui ont 2 colonnes et d'autres qui ont 5 colonnes. On est bien d'accord? Chaque ligne a exactement le même nombre de colonnes. C'est ce qu'on appelle les tableaux uniformes. Regardez bien, cette ligne a 3 colonnes. La première ligne, du moins, a 3 colonnes. La deuxième ligne a 3 colonnes. La troisième ligne a 3 colonnes. Maintenant, il y a une possibilité après d'avoir des tableaux qui sont un peu plus bizarres. Pas bizarres, mais genre qui ont un petit peu une forme différente des tableaux uniformes. Chose qui se trouve sur les 6 que je vous ai donné. C'est-à-dire qu'on peut avoir un tableau où l'information est représentée en sorte qu'on puisse voir quelque chose comme ça. C'est-à-dire, par exemple, voilà, on peut avoir un tableau comme ça. Donc, je vais mettre ici. Voilà, maintenant, regardez bien, il y a une forme. C'est un tableau où on n'a pas forcément chaque ligne qui ont les mêmes nombres de colonnes. Comme exemple, la première ligne a combien de colonnes ici? 3 colonnes. On est bien d'accord? C'est ce que je veux. La deuxième ligne a combien de colonnes? La deuxième ligne a 2 colonnes, vous êtes sûr? Ok, maintenant la troisième ligne a combien de colonnes? Hein? Bon, remontons d'abord en haut. Oui, d'abord, dites-moi, il y a combien de colonnes que vous voyez? Oui, vous voyez combien de colonnes dans l'ensemble du tableau? Vous avez compté, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous êtes d'accord que ça fait 7 colonnes? Ok. Maintenant, comptons. Ligne 1 a combien de colonnes? Parce que l'ensemble des colonnes doit former 7, non? 3. Ok, ligne 2 a combien de colonnes? 2. Ligne 3 a combien de colonnes? Vous voyez, n'est-ce pas? Si je mets 3 ici, ça fait 8. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ligne 3 a 2 colonnes. C'est ça qui forme les 7 colonnes. On est bien d'accord? Je l'ai bien. Ici, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colonnes. Et ici, on a 3, 2, 2, ça fait 7. Si je mets ici 3, 2, 3, ça va nous faire 8. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est cette colonne-là qui s'étend jusque-là. Et cette colonne, si c'est la colonne de cette ligne, ça veut dire que ça n'appartient pas à la ligne qui suit. Donc, si on dit qu'ici on a 2 colonnes, c'est-à-dire que c'est ça et ça.
C'est ça les deux colonnes de la ligne 2. Et maintenant, ça veut dire que la ligne 3, ces colonnes, c'est tout simplement ces deux-là. Jusque-là, c'est bon. Ok, maintenant, comprenons encore maintenant des choses qui vont suivre. Là. Maintenant, pour ces choses-là, ces formes-là qu'on a ici, on obtient ces formes en faisant ce qu'on appelle une fusion. Fusion ou bien concaténation si vous voulez. Mais c'est-à-dire qu'on a fusionné deux cellules. On a pris deux cellules ou bien trois cellules, on a fusionné en une seule. C'est ça qu'on appelle la fusion. Mais après, il faut comprendre qu'il y a deux genres de fusion. Il y a des fusions des cellules qui sont sur la même ligne, deux cellules qui appartiennent à la même ligne. Il y a des fusions sur des cellules qui appartiennent à des lignes différentes. C'est bon? Regardez très bien. Si on fusionne deux cellules ou bien une cellule sur la même ligne, on va utiliser un attribut qui permet de faire la fusion sur la même ligne. Et ça s'appelle cold-span. Donc, cold-span est un attribut de fusion de cellules. Mais quel genre de fusion? De fusion des cellules qui se trouvent sur la même ligne. Comme par exemple, ici, on a fusionné deux cellules qui se trouvent sur la même ligne. Et donc, du coup, on va utiliser cold-span. Maintenant, si on doit faire des fusions des cellules qui appartiennent à des lignes différentes, suivez bien, on va utiliser un autre attribut qu'on appelle Rose-span. Donc, voici les deux attributs qui vont nous permettre de faire la fusion pour avoir après des formes, toutes les formes qu'on peut avoir dans le tableau. On va utiliser que les deux attributs-là. Si on doit fusionner des cellules qui se trouvent sur la même ligne, on utilise cold-span. Sur des lignes différentes, des cellules qui se trouvent sur les lignes différentes, on utilise Rose-span. Ok, maintenant, on connaît maintenant les attributs en fonction de quel genre de fusion. Maintenant, quand on dit attribut, c'est attribut est égal valeur. Attribut est égal valeur. C'est ça l'utilisation des attributs. Ok, maintenant, suivez bien. Lorsque on dit cold-span est égal, ça veut dire qu'on veut dire on veut fusionner un certain nombre de cellules appartenant à la même ligne. Et maintenant, la valeur, ça va représenter tout simplement le nombre de cellules qui sont fusionnées. Comme par exemple ici, on a fusionné combien de cellules sur cette ligne? 2 cellules. Ça veut dire qu'on va dire cold-span est égal à 2. Donc, lorsqu'on dit cold-span est égal, ça veut dire qu'on veut faire des fusions sur la même ligne. Et maintenant, on va lui donner une valeur qui représente le nombre de cellules qui ont été fusionnées. Ici, on a fusionné 2 cellules sur la même ligne. La même ligne, c'est cold-span. Combien de cellules? 2 cellules. On est bien d'accord? Donc, c'est ce qui se passe. Maintenant, ici, on a fusionné combien de cellules? Non, ici, on a fusionné 2 cellules. Mais sur combien de lignes? Sur 2 lignes. Donc, aussi, on va mettre ici 2. Pour mieux comprendre, c'est-à-dire, par exemple, si on n'avait pas 3 ici, et qu'on avait juste 5 là. Alors, ici, ce qu'on voit, c'est combien de cellules qui ont été fusionnées? C'est 3 cellules. On est bien d'accord? Ça fait 3 cellules. Et maintenant, ce sont des cellules qui ne se trouvent pas sur la même ligne. C'est-à-dire que cette cellule, ici, cette cellule, ici, cette cellule, ici, ce sont ces 3 cellules de fin là qui ont été fusionnées. Des cellules qui se trouvent sur des lignes différentes, c'est Rose-span. Donc ça veut dire que je vais utiliser Rose-span pour avoir cette forme et je précise combien de cellules qui ont été fusionnées. C'est-à-dire, je vais préciser combien de valeurs? 3. On est bien d'accord? Donc la valeur que vous allez donner, ça représente le nombre de cellules que vous avez fusionnées. Jusque-là, c'est bon? Jusque-là, c'est bon? Ok, maintenant, ce qui est important, c'est que, par défaut, d'abord, on avait un tableau de 9 colonnes. Par défaut. Du moins, le tableau normal, c'était un tableau de 9 colonnes. 3 lignes, 3 colonnes. Mais vous avez bien remarqué que si, à chaque fois, on fusionne, le nombre de cellules doit diminuer. On est bien d'accord? Si on fait la fusion, le nombre de cellules vont diminuer. Tout à l'heure, lorsqu'on avait compté, vous avez dit 7, vous n'avez pas dit 9. On est bien d'accord? Et donc, ce qui veut dire quoi? Que lorsqu'on fait des fusions, les cellules qui ont été fusionnées vont disparaître. On va les supprimer. Bon, je ramène d'abord ce que nous, on avait tout à l'heure ici. 3 et 2. Ok, maintenant, parlons de ça. On fait la fusion de 2 cellules. La cellule qui se trouve ici, c'est-à-dire la première cellule de la deuxième ligne et la deuxième cellule de la deuxième ligne ont été fusionnées. Les 2 premières cellules de la deuxième ligne ont été fusionnées. Ok, suivez bien. On dit, il y a un autre principe qu'il faut ajouter sur ce que j'ai dit, c'est que l'attribut là s'utilise sur la cellule où. La cellule où on a commencé la fusion. Suivez bien.
on utilise l'attribut de la fusion sur la cellule où on a commencé la fusion. La cellule où on a commencé la fusion, c'est la cellule qui vient avant l'autre. Comme par exemple, ici, on a fusionné deux cellules. Maintenant, sur ces deux cellules-là, quelle est la cellule qui vient avant l'autre cellule? C'est la première cellule avant de trouver la deuxième cellule. On est bien d'accord? Donc, ça veut dire que cette première cellule-là, c'est elle qui doit bien avoir l'attribut Colspan. Prenons l'exemple de celui-là. Normalement, il y a une cellule ici, il y a une cellule ici. La cellule qui vient avant l'autre, c'est laquelle? C'est celle qui se trouve là. Parce qu'il y a d'abord la deuxième ligne avant de trouver la troisième ligne. On est bien d'accord? D'abord la deuxième ligne avant de trouver la troisième ligne. Il y a d'abord la première colonne avant de trouver la deuxième colonne. Il y a la deuxième colonne avant de trouver la troisième colonne. Donc c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre les choses. Donc on met l'attribut sur la cellule où on commence. Donc si on met l'attribut sur la première cellule, on va juste supprimer la deuxième cellule. Parce que si on fusionne deux cellules, le résultat donne une cellule. Et l'autre cellule va tout simplement disparaître. Bon, ça c'est l'explication. Jusque-là, peut-être ça peut paraître flou. Maintenant, on va essayer de faire maintenant en termes de pratique pour que vous voyez en réalité comment ça se passe. Regardez très bien ce qui se passe. Nous, on va commencer, c'est-à-dire je vais fusionner la cellule où on a sène et lamine. Regardez bien. Ici, je voudrais avoir une seule cellule, sel et lamine là, je vais fusionner en une seule cellule pour avoir cette forme-là. Alors, pour bien comprendre cela, première chose, on remarque que les deux cellules se trouvent sur la même ligne. On est d'accord? Et donc, ça veut dire qu'on va utiliser un de ces attributs. Et c'est quel attribut qu'on va utiliser? Colspan. Ça, c'est la première chose. On va utiliser Colspan. Mais on va utiliser Colspan est égal à quelle valeur? 2, parce que c'est deux cellules qu'on veut fusionner. La cellule de sel et la cellule de lamine. Ok, jusque-là, on a bien compris. Maintenant, il faut identifier maintenant où est-ce qu'on va écrire maintenant l'attribut Colspan est égal à 2. C'est celle qui vient avant lamine. On est bien d'accord? La cellule où on a sel vient avant la cellule où on a lamine. Ce qui veut dire que je vais identifier là où il y a marqué sen. J'écris Colspan moins 2. Comme ça. C'est ce que cela veut dire dans tout ce qu'on avait expliqué là. Même s'il reste une seule chose. Toutefois, si je laisse comme ça sène et lamine, regardez ce qui va se passer. Il va bien créer la fusion. Attention, il ne fait pas exactement la fusion, mais il étend tout simplement la taille de la cellule de sène, en sorte que ça quitte sène du nom jusqu'au prénom. Et maintenant, comprenez bien. Donc, normalement, si cette cellule, si on avait fusionné sène et lamine doivent former une seule cellule. On est bien d'accord? Mais la cellule sène, c'est lui qui a l'attribut. On ne peut pas supprimer la cellule qui a l'attribut. On ne supprime pas. Parce que c'est cette cellule-là qui doit s'étendre. Donc la cellule qui doit être supprimée, c'est la cellule lamine. Parce que si vous ne le supprimez pas, c'est une information qu'il va tenter d'afficher. Comme il affiche lamine là. Et donc on n'a pas exactement la forme qu'on veut. Donc si vous fusionnez des cellules, la cellule qui porte l'attribut ne doit pas être supprimée. Mais toutes les autres cellules qu'on a rattachées doivent être tout simplement supprimées. C'est-à-dire, chez nous ici, la cellule lamine doit être enlevée. Donc, je viens ici, j'efface la colonne lamine. Et ici, si je viens, j'actualise la page. On a bien maintenant sène et lamine qui ont été fusionnés. Et l'information, on en a exactement comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on fait maintenant ce qu'on appelle les fusions. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Maintenant, si vous avez bien compris, il faut bien comprendre que là maintenant, la deuxième chose, c'est de fusionner les deux dernières cellules, c'est-à-dire la cellule de 18 et la cellule de 19. Première chose qu'on remarque, ce sont des cellules qui n'appartiennent pas à la même ligne. Ce qui veut dire qu'on doit utiliser un attribut spécifique parmi les deux, à savoir quel attribut? Rho-span. On a fusionné combien de cellules? 2 cellules. Donc on va utiliser Rho-span est égal à 2. Pour fusionner les deux cellules 18 et 19. Maintenant, entre la cellule où on a 18 et la cellule où on a 19, laquelle de ces cellules vient avant l'autre? On a une cellule de 18 et une cellule de 19. Quelle est la cellule qui, dans la norme des choses, vient avant l'autre? C'est 18, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est 18 qui doit avoir l'attribut. C'est bon?
Et donc, je reviens ici dans mon code, je vais rechercher la cellule où on a 18. C'est cette cellule-là. Qu'est-ce que je fais? Je lui donne ce qu'on a dit exactement ici, c'est-à-dire row span est égal à 2. Encore toutefois, avant de supprimer, je laisse d'abord boucle. Vous voyez, si je ne supprime pas 19, ce qui va se passer, c'est qu'il va tenter de mettre 19. C'est normal parce qu'on n'a pas supprimé, c'est dans notre code. Il va essayer de le placer. Et donc, du coup, on n'aura pas exactement la forme. Alors, si on fusionne 18 et 19, 19 ne doit pas exister. Donc, la cellule où on a mis l'attribut, c'est-à-dire 18, on ne supprime pas. Mais la cellule 19 a été fusionnée avec 18. Comme on ne peut pas supprimer 18, ce qui doit être supprimé, c'est le 19. C'est bon? Donc ici, regardez bien, je viens juste là, j'efface juste la cellule où on a 19, et du coup, si j'actualise, et voici, on a une forme qui est représentée comme ça. On a la cellule scène et la mine fusionnée, et la cellule 18 et 19 qui ont été fusionnées. Et donc du coup, en comprenant ces choses-là, ces deux attributs, vous avez la possibilité de créer n'importe quel genre de forme dans n'importe quel tableau. Il n'y a pas un autre attribut qu'on utilise à part les deux là. C'est bon? Et donc c'est comme ça qu'on fait pour pouvoir résoudre l'exercice du tableau qui se trouve là-bas. Avant de pouvoir corriger l'exercice, est-ce que vous avez bien compris ce qu'il vient de dire, que je viens de dire du moins? Vous avez bien compris? Sûr? Oui, toi tu dors déjà. Oui. Hmm. Tu n'as pas enregistré. Regarde, c'est en rouge en haut. Le fichier. Quand tu modifies, c'est en rouge, il faut faire CTRL-S. Suivez. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que j'ai entendu des gens dire ici qu'ils n'ont pas bien compris. Qu'est-ce que vous n'avez pas bien compris? Les gars, faites vite là. Sinon, si vous ne faites pas vite, là, on va aller jusqu'à peut-être 20 heures ici. Donc, posez des questions comme ça, on avance vite, vite, vite. C'est bon? Pas de questions? Ok. Maintenant, on va venir ici. On a maintenant la capacité, on a le pouvoir, on a les informations, les compétences, la connaissance nécessaire pour venir maintenant s'affronter, mais affronter tout simplement ce exercice-là. Ok. Maintenant, l'affront va être dur, mais ça va être quand même simple. Nous, on va faire quoi? On va corriger cet exercice-là en se basant sur les notions que nous, on vient d'apprendre. Alors, comment ça va se passer? On va d'abord, quand vous avez des tableaux qui ont des formes bizarres, ne commencez pas la rédaction de vos codes en faisant les fusions en même temps. Vous allez vous perdre. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est d'abord créer le tableau à ce que le tableau soit d'abord uniforme. Et lorsque vous avez le tableau uniforme maintenant, identifiez les celui qui ont été fusionnés, mettez les attributs, supprimez ceux qui ne vous servent plus. C'est bon? C'est comme ça qu'il faut bien faire, ou du moins ce que vous pouvez faire pour pouvoir mieux représenter ces genres de tableaux. Représentez d'abord le tableau d'une manière uniforme. Alors ici, on a un tableau de combien de lignes? 1, 2, 3, 4, 5 lignes. Chaque ligne a combien de colonnes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça veut dire qu'on va créer 5 lignes qui ont chacun 7 colonnes. D'abord, un tableau uniforme. Et ensuite, on va faire les fusions après. Alors, regardez bien. Je vais venir ici. Je vais faire ici. Exo. H3. Exo 2 correction. Ok. Donc, table slash tr slash tr. Et chaque colonne doit avoir exactement, chaque ligne du moins doit avoir exactement 7 colonnes. Là, c'est la première colonne, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième.
Si vous faites juste CTRL D, ça vous duplique une ligne. Ok, maintenant donc, ici, je vais mettre L11. Ici, je vais mettre L12, L13, L14, L15, L16, L17. Je vais profiter pour mettre border moins 5. Voyons voir. Là, je viens juste de créer une seule ligne. Et les valeurs L1, L1, 1, tout ça là, c'est juste sur la première ligne. On est bien d'accord? Quand je dis L1, 1, ça veut dire ligne 1, colonne 1. L1, 2, ligne 1, colonne 2. L1, 3, ligne 1, colonne 3, ainsi de suite. Pour que vous compreniez d'une manière simple. Je ne vais pas écrire tout le texte là, sinon ça va nous prendre du temps. Mais non, j'ai dit tout à l'heure qu'en programmation, on ne répète pas la roue. Si on sait déjà comment faire quelque chose, on peut dupliquer. Donc, je peux copier cette ligne et coller. Ça va nous faire L22, L21, L22, L23. Là, à chaque fois où il y a 1, je mets juste 2. Pour dire la ligne 2. Voilà. Les colonnes, c'est toujours de 1 jusqu'à 7. Après, on a L3, troisième ligne, troisième ligne, troisième ligne, troisième ligne, troisième ligne et troisième ligne. Ensuite, je colle quatrième ligne, quatrième ligne, quatrième ligne, quatrième. Et enfin, il nous reste la cinquième ligne. 5. Voilà, donc du coup, on a exactement un tableau comme ça. Même si le contenu n'est pas exactement ce que se trouve là-bas. Mais on a quand même un tableau de 7 lignes et de 7 colonnes. C'est bon? Ok. Maintenant, quelles sont les choses, les lignes qui ont été fusionnées? Quelles sont les lignes qui ont été fusionnées? Ce qu'on va faire, c'est quoi? On va faire ça. Toc. Et je vais faire ça. Je dois d'abord mettre celui-là comme ça. Voilà. Et maintenant, je prends celui-là. Là. Ok, parfait. Donc, du coup, voyons voir ici quelles sont les cellules qui ont été fusionnées. Normalement, la première ligne, il n'y a pas de fusion. Hein. Il n'y a pas de fusion sur la première ligne. Donc, je peux écrire ça ici. Première ligne, il y a lundi. Ok. Pour sélectionner ce qui se trouve entre les balises. Comme ça là. Je fais juste double clic. Clic, clic. 2 fois le clic simultané. Et sélectionne l'information. Ok, voilà. Suivez bien donc. Pour la cellule de lundi, mardi jusqu'à samedi, il n'y a pas de
il n'y a pas de choses. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est les cellules qui ont été fusionnées. Regardez bien, la cellule où on a projet perso, on a deux cellules qui ont été fusionnées, la cellule de jeudi et la cellule de vendredi. Vous voyez bien ce que je dis là. Ici, on a la cellule de jeudi et la cellule de vendredi qui ont été fusionnées. Mais c'est l'avant-dernière cellule, jeudi et vendredi. Regardez bien ici, l'avant-dernière ligne, c'est ça. L'avant-dernière ligne, la cellule de jeudi et de vendredi, c'est ça. Maintenant, comment est-ce qu'on doit faire la fusion? Dites-moi exactement, comment on doit faire pour avoir cette fusion-là? Donc, L45 doit avoir call span 2. Et ensuite, on supprime L46. On va le faire ici. 45, il est là. On va mettre call span. Voilà. Et on supprime 46. Et donc, regardez bien la cellule de jeudi et de vendredi. La cellule de jeudi et de vendredi de la quatrième ligne, on a bien ici les deux cellules qui ont été fusionnées. Ce qui me reste tout simplement à faire, c'est de dire, au lieu de 45, c'est de mettre juste projet perso, le contenu. Et c'est fini. Bon, si je zoome, je dézoome du moins. Voilà, vous allez voir que le texte, il est bien placé sur la cellule là. La cellule qui a été fusionnée, c'est jeudi, vendredi. Mais la ligne qui se trouve être l'avant-dernière ligne. C'est exactement ce qui se trouve là. Maintenant, on va faire des choses beaucoup plus simples d'abord. Ici aussi, on a deux cellules qui ont été fusionnées. Deux cellules qui ont été fusionnées. Et chez nous, ici, c'est quelle cellule? 47 et 57. Maintenant, comment on fait la fusion? Gros span. Et on le met où? On le met sur le 47. Et puis, on supprime 57. Donc, 47, il est là. On va mettre rose. Rose span est égal 2. Et maintenant, on a dit de supprimer 57. Maintenant, on va effacer le contenu de L47 là. Et donc, du coup, voyons le résultat ici. On a cette forme qui est bien présente. Donc, on a bien le projet perso qui est là. Et on a bien cette forme-là. J'ai juste supprimé le contenu. En fait, ce qui se passe, c'est que tout à l'heure, il y avait L47. C'est-à-dire que si je ne supprime pas, vous allez voir le contenu, c'est L47 qu'on avait. On a dit rose span sur L47 tout à l'heure. Maintenant, j'ai juste dit quoi? À l'intérieur, comme là-bas, il n'y a rien dans le TD. J'ai effacé juste le L47. Mais je laisse toujours la colonne. Et donc, la colonne sera tout simplement vide. Comme vous le voyez là. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a L55 qui doit être aussi vide. L55, c'est le jeudi de la dernière ligne. Vous voyez bien le jeudi de la dernière ligne ici. Il n'y a rien du tout. Vous voyez avec moi? Voilà, donc, le jeudi, c'est L55. Attention, c'est combien? C'est bien 55. Voilà. Déjà, c'est quoi le souci? Ensuite, ici, on a le mercredi de l'avant-dernière ligne. C'est quoi ici? Ça va être 44. Donc, je vais supprimer le L44 là, juste le contenu. Voilà, après on va écrire les choses, les textes au bon endroit. Mais non. Ok. Jusque là, c'est bon. Maintenant, donnez-moi juste un instant, je vais mettre les heures là, 8 heures ainsi de suite, avant de pouvoir faire la fusion qui se trouve ici. Donc, je vais mettre Teshcom, je vais mettre sport. Mercredi, dernière ligne, c'est quoi? Mercredi, dernière ligne, c'est L54. Ici, il y a Teshcom. L54, Teshcom. Et puis, il y a sport qui se trouve sur L. Ouais.
Est-ce que j'ai enregistré? L56, c'est sport. Comme ça, on aura les bons textes. Voilà. Donc ici, on a bien Techcom. Ici, on a bien sport. Ici, on n'a rien du tout. Ici, on n'a rien du tout. Et ici, on n'a rien du tout. Je vais mettre les heures. Comme ça, les choses vont être beaucoup plus bien à voir. Donc, L21, c'est 8h, 8h, 10h. L51, je suis déjà en bas. Je fais le sens inverse, c'est 17h à 19h. 17h, 19h. Les premières colonnes de chaque ligne, ce sont des heures. Ça doit être 15h à 17h. Et en bas, 10h à 12, en haut, 10h à 12h. Première colonne, 10h. Et juste en bas, « 8h à 10h. » Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste maintenant comme fusion? Après, le reste, c'est tout simplement de changer les contenus. Donc, voici, on a notre tableau qui se trouve là. Maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas encore géré en termes de fusion des cellules? Qu'est-ce qu'on n'a pas encore géré? Voilà, là où il y a projet trans là. Qu'est-ce qu'on remarque ici? Je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir. Voilà, on remarque qu'on a bien 4 cellules qui ont été fusionnées, c'est-à-dire l'avant-dernière ligne, la cellule de lundi et de mardi, et puis la dernière ligne, la cellule de lundi et de mardi. On est bien d'accord? C'est ça. Maintenant, chez nous, ici, c'est quoi en réalité? C'est là, je dézoome ici pour qu'on puisse... Voilà. Ok, chez nous ici, c'est quoi? C'est L42, L43, L52, L54. C'est-à-dire qu'on a fusionné deux cellules appartenant à la même ligne et on a fusionné aussi sur des lignes différentes. On est bien d'accord? C'est-à-dire les 4 cellules. C'est-à-dire sur la même ligne et sur les lignes différentes aussi. C'est vraiment, c'est-à-dire qu'il y a une fusion avec col-span pour dire les deux et puis row-span pour dire les deux, comme ça, dans ce sens-là. Vous voyez? Mais les 4 forment combien de cellules? La fusion de ces 4 cellules nous donne une seule cellule, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que combien de cellules ont disparu? C'est ce qu'il faut comprendre. Donc si on fusionne 20 cellules, il nous reste une seule cellule. Les 20 vont former une seule cellule, ce qui veut dire qu'on supprime les 19 autres. Donc ici, on supprime 3 cellules sur les 4 cellules. Exactement. Mais d'abord, on va imaginer, bon pas imaginer, mais on va dire sur les 4 cellules là, parce qu'on a dit d'habitude, et comme je l'ai expliqué ici, on met l'attribut sur la cellule qui vient avant les autres. Et c'est laquelle, parmi les 4 cellules, quelle est la cellule qui vient avant tous les autres? C'est-à-dire 42. Et sur 42, on doit faire la fusion sur la même ligne et sur les lignes différentes. Ça veut dire qu'on va utiliser les deux attributs simultanés. Donc, je vais citer L42. L42, il est là. Et donc, je vais dire col-span, on a fusionné sur chaque ligne. Combien de colonnes? Col-span. Regardez bien, regardez bien. Ici, ça c'est la ligne. On a fusionné combien de colonnes sur chaque ligne? 2. Voilà. Donc, je mets est égal 2. Et maintenant, on a fusionné sur combien de lignes? On a fusionné sur combien de lignes? Donc, on va dire rose, pan, moi, 2. Parfait, mais toutefois, on a dit ici que si on fusionne 42 à 43 et 52 à 53, donc on doit supprimer 43 d'abord, doit être supprimé. 52 doit être supprimé. Et 53. Maintenant, regardez bien ici. Si j'actualise, vous voyez, on a exactement la forme que nous, on souhaite. Et si je zoome,
Donc, voici ce que nous, on cherche. Voici la forme que nous, on cherche. Donc, on a fusionné deux cellules sur la même ligne et aussi sur des lignes différentes. Mais l'ensemble des 4 cellules vont former une seule cellule, c'est-à-dire la cellule de L42. Et ici, qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur de L42? Projet tronc commun. Donc ici, je vais mettre projet tronc commun. Voilà. C'est le message qui doit se trouver ici. Bon, ce qui reste là maintenant, c'est de cibler là où il y a L22 et d'écrire au lieu de L22, vous écrivez ALPRO. Les textes, ce n'est pas un souci, mais ce qui était plus important, c'est comment on peut réaliser ces formes-là. Jusque-là, c'est bon? Parfait. Oui. C'est toujours pas encore enregistré. CTRL S. Mais non. Vas-y. Exécution. Le fichier là, tu n'as pas bien enregistré. La première des choses, c'est d'enregistrer le fichier en extension HTML. Est-ce que je l'ai fait? Bon les gars, est-ce que c'est bon? Parce que je n'ai pas fait. C'est bon? C'est parti, c'est maintenant en bleu. Donc chaque fois que tu modifies, il le met en rouge. Si tu fais CTRL S, il enregistre. C'est bon? Il y a l'enregistrement du fichier et l'enregistrement des modifications. C'est bon? Ok, suivez bien. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, oui. Le code. On fait? On ferme? Oui, en fait, lorsqu'on met TD, il faut mettre un TD fermant. C'est une balise paire ou bien une paire de balises. On est bien d'accord? En fait, TD, la première balise quitte là et ça se termine là. On a juste ajouté 2 attributs. C'est ça qui a augmenté ou bien agrandi le TD là. C'est bon? Bon les gars, on prend 10 minutes, on parle des formulaires et puis on rentre. 10 minutes. D'abord, est-ce que vous avez compris ce qu'on a dit? Mais non. On attache les ceintures et puis on prend 10 minutes, on parle des formulaires. Vite fait. Je vais mettre ici HR. Je vais mettre H1. Les formules. Ok, donc, vous avez vu dans vos recherches que pour définir un formulaire, on utilise quelle balise? Forme. Je suis d'accord avec vous. Et c'est une paire de balises. Ok, maintenant, dans des formulaires, ce qu'il faut comprendre, c'est que je descends juste où elle est ici. Je le ramène ici. Voilà. Il y a des liens. Les liens, on en parlera plus tard. Mais je parle des formulaires. Lorsqu'on a un formulaire, il faut savoir que nous, pour définir ce cadre-là, on va utiliser quoi? Pardon. Pour définir ce cadre-là. Bon, avant de définir le cadre, on va d'abord parler des choses qui sont à l'intérieur. Ok. Maintenant, suivez bien. Dans un formulaire, il s'agit de, par exemple, demander des informations de, je sais pas, l'utilisateur ou bien ainsi de suite. N'est-ce pas? Comme par exemple, ici, on voit, il y a prénom, il y a quelque chose en bas. La différence, c'est quoi? Ce qui se trouve en haut, c'est juste un simple texte que l'utilisateur voit. Et ce qui se trouve ici, c'est un champ où l'utilisateur peut saisir. Et c'est comme ça, sur n'importe quel formulaire, on demande une information en vous présentant, par exemple, un texte. On vous laisse la possibilité de saisir. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, le simple texte, pour pouvoir l'afficher, suivez bien, on va utiliser ce qu'on appelle la notion des labels. Et puis, on va rentrer dans les détails. Par exemple, si je mets label et je mets nom, on va voir comment est-ce que la balise label s'affiche. Ça va être tout simplement un simple texte.
Regardez bien, juste en bas, voici le nom. Et je peux sélectionner ce nom-là, mais ce n'est pas quelque chose que je peux modifier. Un label, c'est simplement comme lorsqu'on fait un paragraphe là. Mais c'est quelque chose qu'on utilise dans un formulaire. On demande une information à l'utilisateur à travers un label. C'est juste un simple message. C'est comme un printf. C'est ce qu'il faut comprendre. Le label, c'est comme un printf ce que vous demandez. Et maintenant, pour laisser la place à l'utilisateur de saisie, on va utiliser par exemple la fonction chez nous en algo qui veut dire lire ou bien saisir. Maintenant ici, c'est-à-dire le champ de saisie qu'on appelle les inputs. Et donc ici, suivez très bien. Ici, je vais utiliser les inputs. Et un input aura ce qu'on appelle un type et on va expliquer ces choses en détail. Maintenant, vous allez voir juste la différence. Si j'actualise ici, voici ce qu'on appelle un input. Un input, c'est quelque chose dans lequel on saisit. Et le label, c'est tout simplement l'information qu'on demande. On est bien d'accord? Donc, il y a ce qu'on appelle dans un formulaire des inputs, il y a ce qu'on appelle des labels. Les labels nous demandent tout simplement l'information pour laisser la place à l'utilisateur de saisir les informations. On utilise un input. Comment on utilise les inputs? C'est comme ça. On est bien d'accord? On écrit input, type, et le type permet de dire quel genre d'information on veut avoir. Quel genre d'information? Par exemple, quand je dis texte là, ça veut dire qu'on peut saisir des textes dans le input, tout simplement. Maintenant, par exemple, si je dis number, number, quand vous écrivez ou bien vous écoutez number, ça veut dire quoi? Ça veut dire nombre, n'est-ce pas? Si je mets un input de type number, regardez bien ici, je ne peux pas saisir des textes, mais si je fais ça, il me donne des nombres. Dans les inputs, c'est des champs de saisie et les types vont nous permettre de savoir quel genre d'information on doit fournir. C'est bon? Une information comme nom, prénom, ça serait un input de type texte, parce que c'est un texte qu'on va saisir. C'est bon? Donc, ce qui veut dire que là, je vais ramener le type texte et je vais faire un retour à la ligne BR et même en haut BR. En bas, je vais mettre un autre label. Je vais mettre H. Je ne vais pas écrire exactement ce qui se trouve là-bas. Nous, ce qui est important, c'est de pouvoir comprendre comment les choses là fonctionnent. Voilà, ici ça va être number, on est bien d'accord? Pour ce qu'on appelle l'âge, on va donner si c'est 20 ou bien c'est 10 ans, ainsi de suite. Comme ça, on peut faire la différence entre les deux inputs. Donc, regardez bien. Input de type texte, on peut saisir des textes. Input de type number, ce qu'on peut saisir, c'est que des nombres. Si vous ne pouvez pas saisir, vous avez la possibilité de pouvoir choisir le nombre ici. Le haut pour augmenter les nombres et le bas pour diminuer tout simplement les nombres. Et maintenant, on a aussi d'autres choses qu'on peut faire comme input. Comme par exemple, si je lui demande par exemple, suivez bien, l'heure. Donc, je peux mettre en place, suivez bien, je peux mettre en place un input qui nous permet de saisir l'heure. Il faut préciser quel type d'information. Voilà. Donc, regardez bien. Pour l'instant, on n'a pas un input de type heure. Pour pouvoir utiliser un input de type heure, on va mettre time. Si je mets input de type time, regardez tout simplement la différence entre les inputs là. Voici un input de type texte. On peut écrire du texte. Input de type number, ça veut dire qu'on peut lui donner que des nombres. Maintenant, input de type time, c'est un input, c'est-à-dire un champ où on peut choisir l'heure. Est-ce que cela veut dire tout simplement l'heure et puis minute? Donc, regardez bien. La seule chose qui différencie pour le moment les informations, c'est les valeurs qu'on donne au type. Un type texte, c'est-à-dire des textes que vous pouvez saisir comme vos noms, ainsi de suite. Number, c'est des nombres uniquement. Time, ça veut dire c'est l'heure. Maintenant, ce qui veut dire quoi? Si vous avez bien compris ça et que je vous demande la date de naissance, ça va être un input de type quoi? Date de naissance. Si je mets label et je dis date de naissance, suivez bien. Et je mets input, je vais dire type est égal,
date. On est bien d'accord? Date, tout simplement. C'est bien. Un input de type date va nous permettre tout simplement de laisser un champ comme ça, où on peut saisir ou bien sélectionner une date. On est bien d'accord? Habituez-vous à l'anglais. Ça fait 20 ans que vous apprenez l'anglais. 20 ans. Depuis CP jusqu'à aujourd'hui, vous apprenez toujours l'anglais. Dans les mots là, times, date, et puis après certaines choses, tout est en anglais en fait. Mais bon, les Français n'ont pas créé grand chose. Donc vous êtes obligé d'apprendre. C'est vrai? Donc ici, regardez bien, les choses qui ont changé, c'est quoi? Les types qu'on a donnés. Text, number, time, date. Mais on peut mettre aussi, par exemple, supposons que vous avez sur Facebook, il y a une possibilité, on vous demande de pouvoir de prendre une image pour votre profil. C'est tout simplement quelque chose dans un formulaire. Et maintenant, on va essayer de voir quel type d'information d'input permet de pouvoir sélectionner des fichiers. Regardez très bien. Ça va être quoi selon vous? Si on parle en anglais, réfléchissez en anglais. Hein? Hein? Moi, je ne sais même pas ce que tu veux dire là, des boys. Tu parles poula ou bien tu parles anglais? Hein? Toi, tu dis, are you putter ou bien tu dis, ouais. Tu dis quoi là? Tu dis picture. C'est ce que tu veux dire. Tu dis Peter là, ma police. Ouais. En fait, c'est un input qui permet de sélectionner des fichiers, quels que soient les fichiers. Mais non, fichier en anglais, c'est quoi? C'est file. Donc, ça va être file. Suivez bien. Et regardez bien ici, un input de type file, ça va être comme ça. Il te dit de choisir un fichier. Si je clique ici, j'ai la possibilité de sélectionner quelque chose, que ce soit mon image, quel que soit le fichier. C'est ça, c'est tout simplement un input, mais de type file. Donc, ce que vous avez l'habitude de voir, que ce soit sur les sites internet, dans un formulaire, toutes ces choses-là, on utilise en général beaucoup plus de input, et puis c'est tout simplement les types de ce input-là. Hein? Après, il faut faire des recherches. Celui qui a inventé l'HTML là, c'est depuis, mais je ne maîtrise pas son nom. Mais c'est 1900, je ne sais pas combien. Depuis. À la base, comment? Le coefficient de HTML. Vous êtes dans réseau informatique, en tout cas entre 3 et 5 comme ça. Hein? Entre 3, ban 1, Dead. C'est pas toi qui donne, c'est l'école. Entre 3 et 5. Il dit 11. IH, c'est encore beaucoup plus. IH, c'est plus que le réseau informatique. Le coefficient, oui. Mais ce qui est sûr, pour l'instant, si vous faites, je pense ça va être à peu près les mêmes choses pour les deux classes, puisque vous faites des cours ensemble. Je pense que les coefficients vont être aussi les mêmes pas. Voilà, donc c'est ça. Le plus important, c'est de... Bon, après, je vais vous lister un exemple. Un exemple des types de input que vous pouvez avoir. On a des textes, on a des numbers, on a des files, on a des emails, dates. Time, radio, checkbox, follow. Il y a énormément de types. Il y a énormément de types. Comment? Tu dis? Non, il y a énormément de types que vous pouvez utiliser. Et je ne vais pas lister l'ensemble des types. Mais c'est ce qu'il faut bien comprendre sur ce qu'on appelle les formulaires.
Mais non. Normalement, dans un formulaire, il faut avoir une possibilité de mettre en place un bouton. C'est bon? Et les boutons, ici c'est P, U, T, 2T. Ça nous permet de définir un bouton. Et entre les deux balises, vous dites le nom du bouton. Par exemple, envoyer. Voilà. En bas ici, on a un bouton envoi. On a un bouton envoyer. Voilà donc. Est-ce qu'il y a des questions? Hein? Non, pour le moment, il n'y a pas de traitement parce qu'en programmation, il y a d'abord, il y a ce qu'on appelle les développeurs back-end. Les développeurs front-end, c'est eux qui développent en utilisant le HTML, CSS et un peu du JavaScript. C'est-à-dire que le site, il sera statique. Statique, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, comme par exemple les formulaires qu'on met, lorsqu'on clique sur le bouton, rien ne se passe. Donc c'est statique. On crée juste la chose, la personne ne peut que voir, il n'y a pas de traitement. Maintenant, les traitements, ça va venir avec le back-end. Le back-end, c'est-à-dire comment est-ce que les données qu'on fournit ou bien qu'on soumet depuis un formulaire vont être traitées. On va utiliser un langage de programmation. N'oubliez pas, HTML, c'est un langage de balisage. Chose qui est différente du langage de programmation. C'est dans un langage de programmation qu'on fait des calculs, des traitements, des vérifications des données. Et HTML ne fait pas cela. On ne met pas des variables ici où on met des données à l'intérieur. On ne vérifie pas, ainsi de suite. HTML ne fait pas ça. Donc lui, il ne présente que l'information. Tout ce qu'on présente tout simplement en HTML, c'est ça. Si on clique sur le bouton, rien ne se passe. Mais après, il y a des langages de programmation derrière, par exemple du PHP, du Java, ainsi de suite, qui vont récupérer des données. Il y a du JavaScript et du Java. Je parle de Java. Donc il y a du Java qu'on peut utiliser pour récupérer des données et les traiter. Plus tard même les mettre dans une base de données, les mettre dans autre chose, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas du HTML seulement. Les? Non, non, non. C'est l'école qui donne un plan, un planning. On est bien d'accord? Il vous dit exactement qu'est-ce que vous devez apprendre comme langage de programmation. Est-ce que je peux apprendre le Scratch toi seul? Oui. Tu comprends ce que je veux dire? Exactement. Tu vas apprendre ça toi seul. Ici, l'école, lorsqu'on m'appelle, on me dit ici de venir donner le cours de technologie web, on me dit exactement quel langage je dois vous montrer. Tu comprends le truc? Oui, maintenant ici pour le moment, pour pouvoir valider tes diplômes, ici, il faut suivre et faire exactement ce que vous voyez ici à l'école là. Maintenant, si tu as la possibilité de faire plus à la maison, ce n'est pas un souci. Mais tout ce que tu vois ici, il faut le faire. Par force. HTML, Algo, langage C, tout ça là, il faut bien apprendre et maîtriser ces choses. Et si tu peux ajouter autre chose dessus à la maison, c'est tout simplement ta propre personne. C'est bon? D'autres questions? Bon, est-ce qu'il y a des choses ici qu'on n'a pas encore vues? Oui, ça, c'est les checkbox, tout ça. Mais non, une dernière chose, ce qu'on peut trouver comme ça sur un formulaire, on va appeler ici des sélections, des champs de sélection. Comme par exemple ici, je vais mettre label et je vais dire votre pays. D'habitude, sur des formulaires, vous voyez une liste de pays à sélectionner. Vous avez déjà une fois vu ça? Ok, mais non, comment concrètement on le fait en HTML? Vous allez utiliser un champ qu'on appelle select, un champ de sélection. Et maintenant, dans ce champ de select, vous, quand vous avez établi la chose, vous allez préciser l'ensemble des options possibles. C'est-à-dire quels sont les pays possibles qu'on peut sélectionner. Et les options, on utilise la balise option. Comme ça, par exemple, je dis Bangui, ou bien je dis Sintol Africa. Comme ça, option. Ensuite, je dis une nouvelle option. Sénégal de la Teranga.
et je mets option. Si je fais ça, regardez bien comment est-ce qu'on va voir l'information. On va voir une information comme ça. C'est un champ de sélection. Si je clique dessus, j'ai les options et j'ai la possibilité de sélectionner une option. Donc, c'est ce qu'on appelle des champs select. Et maintenant, à l'intérieur, vous définissez tout simplement les options possibles. Et donc, comme j'ai mis juste deux options, si je mets ça en ligne et que la personne, il est de nationalité béninoise ou bien ivoirienne ou bien camerounaise, la personne ne pourra pas sélectionner son pays. Donc, il faut préciser l'ensemble des options possibles. Donc, nous, on a précisé que deux options et la personne ne verra que ces deux options. Si vous voulez ajouter d'autres options, c'est simple. Complétez tout simplement. À chaque fois, ajouter une balise option. Préciser le pays, ainsi de suite. Mais c'est ça qui nous permet de pouvoir trouver l'information là. Ces champs de sélection, comme par exemple là, ou bien ça, pour le définir, on utilise le select, le option. Maintenant, pour maintenant conclure le chapitre, en sachant que certaines choses, vous allez faire ça à la maison, on va maintenant parler de ce que nous, on disait tout à l'heure là. Pour mettre un formulaire dans ce champ, dans quelque chose comme ça, celui-là, il est défini par une balise qu'on appelle field set. Field set. Maintenant, je vais prendre tout ce qui se trouve entre formes là, je fais CTRL X et je vais faire comme ça, field set. Donc, field set là, c'est lui qui va définir tout simplement le cadre que vous avez vu là. Field set. Je mets toutes les informations du formulaire dans le field set et vous allez voir, il y a un cadre au formulaire qui est défini comme ça. Et maintenant, j'ai la possibilité de donner une légende, c'est-à-dire un nom. Quel nom? Le nom qui se trouve là. C'est une légende du field set. Et maintenant, ça veut dire quoi? Juste en bas, là, du début de field set, je vais mettre ici légende et je vais mettre echo, vraiment. Et je fais slash légende. Et donc, du coup, je vais avoir maintenant ce que nous, on avait tout à l'heure, le cadre là, avec le nom qui s'affiche exactement ici, là. Donc, on a le cadre qui est défini avec le field set, et puis on a la légende pour définir tout simplement l'entête. Maintenant, si vous voulez le mettre en gras, il y a une possibilité de le mettre dans un H1 si vous voulez. C'est bon? Et donc, voilà comment est-ce que vous pouvez faire les choses. Maintenant, à la maison, reprenez l'exercice de formuler en sorte que vous trouvez exactement tout ce qui se passe là. Et s'il y a des balises qui permettent de mettre en expression. Hein? Ça là, c'est ce que j'ai dit, les inputs de type checkbox. Non, je n'ai pas fait. Je n'ai pas corrigé cet exercice-là. Je vous ai parlé du formulaire. Maintenant, à la maison, vous allez essayer maintenant de faire les choses. Hein? Mais on est déjà à 50. On est bien d'accord. On a commencé presque à 20. On a terminé à 50. 1h02.